Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui dynamite pas mal de nos certitudes politiques. Ah oui, on peut le dire. On va parler de l'anarchie-capitalisme. On a sur la table une longue, très longue entrevue avec un penseur de ce courant, Stéphane Gers, qui a été publiée fin 2025. C'est ça, sur le blog L'Humain Info. Et sa proposition, elle est costaud. Sortir de la démocratie et à terme se passer complètement de l'État. L'idée, c'est de décortiquer avec vous sa logique. Comment on peut penser une société sans État, basée uniquement sur le volontariat? Oui, et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que ça nous oblige à sortir du cadre habituel gauche-droite. Complètement. Notre but, c'est pas de dire si c'est bien ou mal, mais vraiment de comprendre la mécanique interne de cette pensée. Comment les pièces s'emboîtent, sur quelle fondation tout ça repose. Et on va voir que c'est une logique poussée à l'extrême, avec des conclusions assez vertigineuses. Alors justement, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que Gérès refuse qu'on parle de point de vue ou d'opinion. Pour lui, sa doctrine, elle repose sur des certitudes, notamment le droit naturel. Et il dit que c'est, je cite, « prouvé comme en maths ». C'est quand même une affirmation de départ assez radicale, non? Ah oui, c'est même le point de départ de tout. Il ne vient pas pour débattre, il vient pour démontrer. C'est ça. En disant ça, il essaie de sortir sa philosophie du champ de l'idéologie. Pour lui, c'est pas une préférence, c'est une conclusion logique, inévitable, un peu comme 2 plus 2 font 4. D'accord. Il veut nous dire, si vous acceptez mes axiomes de départ, c'est-à-dire le droit de propriété sur soi-même et la non-agression, tout le reste en découle mathématiquement. Et le résultat de ce calcul, c'est sa société idéale qu'il a baptisée Libéralie. Si je résume, c'est un monde où tout, absolument tout, serait régi par le consentement. Exactement. Plus de lois imposées, juste des contrats entre individus et des entreprises en concurrence pour tout, y compris la sécurité ou la justice. C'est ça, les 2 piliers, c'est consentement libre et non-agression. Toute sa pensée est une sorte de chasse obsessionnelle au monopole et à la coercition. Et le coupable numéro 1, c'est l'État. Forcément. Pour lui, c'est le monopole ultime, l'agresseur originel. C'est la seule entité qui revendique le droit d'utiliser la force légalement contre des gens qui n'ont rien demandé. Il insiste d'ailleurs beaucoup sur le choix des mots. Par exemple, il ne dit pas qu'on doit supprimer l'État. Il trouve ça même un peu absurde. Oui, c'est pas une injonction. Non. Il dit plutôt que pour celui qui valorise vraiment la liberté, la seule option logique, c'est de vouloir le quitter. C'est une proposition. Et ça mène à une idée clé. C'est pas une révolution pour imposer un nouveau système à tout le monde. C'est la revendication d'un droit de sortie. Un opt-out, comme on dirait aujourd'hui. Un droit à la sécession. Exactement. Le message, c'est gardez votre État si vous voulez, mais laissez-nous, nous qui n'en voulons pas, créer notre propre système à côté, basé sur le volontariat. On ne veut pas prendre le pouvoir, on veut juste s'en extraire. D'accord, donc on a les bases, une logique qui se veut implacable et ce droit de sortie. Mais là où ça devient vraiment percutant, c'est quand il s'attaque aux valeurs. Il propose une nouvelle devise nationale pour sa libéralie, et là, c'est une provocation pure et simple. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Tenez-vous bien, liberté, inégalité, concurrence. Ça tape en plein dans les gencives de la devise française. Ah oui, là, chaque mot est une mine. C'est plus qu'un slogan, c'est vraiment le logiciel de sa pensée résumé en 3 termes. Et le plus choquant pour nous, évidemment, c'est inégalité. Carrément. Il prend le contre-pied total du discours ambiant. Tout à fait. Son argument, c'est que la gauche et la droite, qui selon lui ne fait que suivre, ont tordu le sens du mot « égalité ». D'accord. Il dit que la Révolution française, à la base, visait l'égalité devant la loi, et ça il est d'accord, mais que ce principe aurait été dévoyé en une quête d'égalité de la richesse. Ce qu'il résume par une formule assez assassine. Oui, la pauvreté égale pour tous. Et derrière cette provocation, il y a une idée économique qui est fondamentale pour lui. L'inégalité, c'est pas un bug du système, c'est son moteur. Son moteur. Oui, son raisonnement est simple. Pourquoi est-ce qu'on échange des biens, des services ? Parce qu'on est inégaux. J'ai quelque chose que vous n'avez pas, vous avez une compétence que je n'ai pas. Cette différence crée le besoin et l'opportunité de l'échange. C'est l'idée que le commerce n'existe que pour combler un manque, en fait. Si tout le monde avait exactement la même chose, le système s'arrêterait net. C'est contre-intuitif, mais ça se tient. C'est exactement ça. Dans sa vision, un monde parfaitement égal serait un monde statique, sans désir, sans mouvement. Il utilise l'image de la Matrix. Ah oui. À l'inverse, l'inégalité qu'il comprend comme la diversité infinie des talents, des désirs, des possessions, c'est la source même du dynamisme et du progrès.
L'échange volontaire, c'est le processus qui permet à chacun d'améliorer son sort à partir de ses inégalités de départ. Ok, donc la clé de voûte de tous ces échanges, c'est ce fameux consentement. Il en parle tout le temps. Il le fait même remonter à la base de la survie humaine, à la production. Oui, Il dit qu'il n'y a que deux façons de se répartir ce que l'on produit. oui, il pose une alternative très brutale, très binaire. Soit on échange de gré à gré, et ça, c'est le consentement, la justice, le commerce, soit on prend par la force, et là, c'est le vol, l'impôt, l'esclavage. Il met l'impôt et l'esclavage sur le même plan. Pour lui, il n'y a pas de troisième voie. Et donc, tout système politique qui repose sur une redistribution forcée, même minoritaire, est une forme d'esclavagisme. C'est radical. Mais là, j'avoue que ça coince un peu pour moi. Et d'ailleurs, l'intervieweur le pousse là-dessus. Cette idée de consentement libre, elle a ses limites, non? C'est-à-dire, Qu'est-ce qui différencie un choix libre d'un choix manipulé? Par une secte, par la pub, ou même juste par l'agencement des produits au supermarché. Est-ce qu'on est vraiment si libre que ça? c'est la question piège, oui. Et sa réponse est très précise. Il fait une distinction qui est capitale entre influence et décision. D'accord. Il dit « La vie, c'est de l'influence permanente. On est tous influencés par nos parents, nos amis, la culture, et c'est pas un problème. C'est même souhaitable. Oui, bien sûr. » Oui, et c'est là le point crucial pour lui. Sauf si on a un pistolet sur la tempe, la décision finale d'agir ou de ne pas agir, elle nous appartient toujours. Donc, même si la pub pour un soda me matraque à longueur de journée, c'est quand même moi qui tends le bras pour l'acheter au final. Pour lui, oui. L'influence peut être très forte, mais elle n'annule pas la responsabilité de la décision. Et c'est là qu'il introduit son critère, que je trouve assez génial, pour séparer le bon grain de l'ivraie, l'influence légitime de la propagande. Ce critère, c'est la concurrence. Ah, voilà le troisième mot de la devise qui revient. Toujours, il est partout. Son raisonnement, c'est le suivant. Une entreprise qui veut vous vendre quelque chose est en concurrence. D'accord. Elle doit donc vous séduire, elle vous influence, mais vous gardez le pouvoir parce que vous pouvez toujours dire non et aller voir le concurrent. Le choix existe. Il peut imposer. Le ministère des Finances, il ne vous envoie pas une pub pour vous convaincre de payer vos impôts. Non, il envoie un avis de prélèvement. Voilà. Donc s'il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de vrai choix et donc pas de vrai consentement. C'est ça la grille de lecture. C'est exactement ça. Pour lui, la concurrence, c'est le garant ultime de la liberté. Dès qu'il y a monopole, on bascule de la séduction, qui respecte l'individu, à la propagande et à la coercition, qui le nie. D'accord, la vision est radicale, la logique est cohérente, mais ça semble tellement théorique. Concrètement, comment on passe du monde actuel à cette fameuse libéralie? Il ne va pas se présenter aux élections et proposer de dissoudre la République, j'imagine. Non, il est très, très clair là-dessus. Et il rejette totalement ce qu'il appelle l'entrisme. L'entrisme. C'est-à-dire essayer de changer le système de l'intérieur, un peu à la Javier Milei en Argentine. Pour lui, c'est une impasse totale. Et ce, pour deux raisons. Lesquelles? La première est purement institutionnelle. Une démocratie n'a tout simplement aucun mécanisme prévu pour s'auto-dissoudre. Ce serait anticonstitutionnel. C'est un système qui est conçu pour se perpétuer, pas pour s'abolir. D'accord, ça c'est la raison technique. Et la deuxième raison est plus profonde, plus systémique. Il s'appuie beaucoup sur un penseur nommé Hans Hermann Hoppe et son livre, au titre assez provocateur, « Démocratie, le dieu qui a échoué ». Qu'est-ce qu'il dit, ce Hoppe? Mais en gros que la démocratie est une machine qui produit mécaniquement de plus en plus d'États. Pourquoi? Parce que dans un système où tout le monde vote, la majorité des électeurs aura toujours intérêt à voter pour des politiciens qui promettent plus de redistribution, plus de services publics, financés par une minorité plus productive. Le jeu politique incite donc les élus, même les plus vertueux, à faire grossir l'État pour acheter des voix et rester au pouvoir. C'est une pente savonneuse inévitable. Exactement, qui mène, selon lui, tout droit au socialisme. C'est une vision assez sombre de la démocratie. Donc, si on ne peut pas changer le système de l'intérieur, que reste-t-il? La révolution? Les armes? Surtout pas. La violence, c'est contraire à son principe de non-agression. Non, la seule solution, la seule stratégie, c'est la sécession. Mais attention, pas n'importe comment. Manifester dans la rue, par exemple, pour lui, c'est encore jouer le jeu du système. Comment ça? C'est s'adresser au pouvoir, c'est lui demander quelque chose. Donc c'est reconnaître sa légitimité. Alors que la sécession, c'est autre chose. C'est une rupture de contrat. Voilà, c'est un divorce pacifique, c'est dire « Ok, votre système, vos règles, faites ce que vous voulez avec, mais nous, on n'en fait plus partie ».
On s'en va et on crée autre chose à côté. C'est une déclaration d'indépendance, pas une prise de pouvoir. Et que pense-t-il des mouvements séparatistes qu'on connaît, les Catalans, les Basques? Ils devraient lui plaire, non? Il a une position assez nuancée là-dessus. D'un côté, il dit que ce ne sont pas de vrais sécessionnistes à ses yeux. Ah bon? Pourquoi? Parce que leur but, c'est juste de créer un nouvel État, plus petit. Ils veulent remplacer un grand monopole par un petit monopole. En fait, ils veulent le pouvoir, pas la liberté. D'accord. Mais d'un autre côté, il y voit une dynamique positive. Ah oui. Oui, parce que pour lui, toute fragmentation d'un grand État, c'est une bonne nouvelle. 1, ça rapproche le pouvoir des gens, ce qui le rend moins arrogant. Et 2, et c'est le plus important, ça crée de la concurrence entre États. Et on y revient. Et comme on l'a vu, la concurrence, pour lui, c'est toujours bon pour la liberté. C'est fou comme tout se tient dans sa logique. D'ailleurs, en parlant de logique, son livre de chevet, c'est Gödel, Escher, Bach de Hofstadter, un livre culte sur les systèmes formels, la conscience, les boucles étranges. Ça colle parfaitement. Oui, ça colle parfaitement avec le personnage qui veut bâtir une société sur des axiomes quasi mathématiques. Absolument. Et ça va même plus loin. Quand on lui demande ce qui le motive, il donne une raison assez surprenante. Il est persuadé que le droit naturel, c'est pas une invention humaine. Ah non? Non, il pense qu'il nous a été transmis par de très anciennes civilisations dont on trouverait des traces géologiques. C'est dire à quel point pour lui, ce droit est objectif, réel, presque physique. Ce n'est pas une construction sociale. Pas du tout. C'est une loi de l'univers. Ça donne une dimension quasi mystique à son projet en fait. Et pour l'anecdote, il n'investit pas dans le Bitcoin, qu'il juge trop spéculatif. Ah tiens. Oui, il préfère les actifs avec une valeur commerciale tangible. C'est le côté pragmatique qui ressort. Un pragmatique qui écoute Invisible Limits de Tangerine Dream, un morceau de rock progressif allemand des années 70. Ça dessine un personnage complexe. Bon, si on essaye de faire le bilan de tout ça, ce qui ressort de cette longue discussion, c'est une pensée d'une cohérence presque effrayante. Oui, Tout part d'un principe unique, la propriété de soi, et tout le reste en découle. c'est ça. Le refus du monopole et de la coercition, c'est le fil rouge qui explique tout. Sa critique de l'État, sa valorisation de l'inégalité comme moteur d'échange, sa stratégie de sécession et même sa définition du consentement qui ne tient que par la présence de concurrence. C'est une application systématique et jusqu'au boutiste. Et cette devise, liberté, inégalité, concurrence, au fond, c'est un résumé parfait. C'est une inversion totale de valeurs sur lesquelles notre société prétend se fonder. C'est un défi lancé à notre manière de penser le collectif, tout simplement. Il nous force à nous demander qu'est-ce qui est le plus important, la liberté individuelle absolue ou la cohésion d'un groupe imposé par une autorité centrale. Et pour finir, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Gaillard s'est convaincu que sa doctrine est ancrée dans le réel. Bien plus, dit-il, que le communisme, qui part de prémices fausses sur l'humain. Pourtant, et l'article le souligne bien, une société anarcho-capitaliste complexe, à grande échelle, ça n'a jamais existé. Ça reste une expérience de pensée. Tout son édifice repose donc sur une logique a priori, l'idée qu'on peut déduire le fonctionnement parfait d'une société par la seule force du raisonnement, sans avoir besoin de l'expérimenter. Et c'est là qu'on touche à la question fondamentale, je crois. Quelle confiance peut-on accorder à une construction intellectuelle, même si elle est d'une cohérence parfaite, quand elle n'a jamais été testée dans le monde réel? Et qu'elle implique de réorganiser la vie de millions de gens, la question reste ouverte.